Bonjour à tous. Donc, nous allons continuer le cycle consacré aux princesses et aux reines de la période hellénistique avec aujourd'hui au programme Eurydice, donc qui est une petite fille de Philippe II, donc qui est apparentée bien sûr à Alexandre le Grand, et qui va épouser en fait son cousin Philippe III, donc lui-même demi-frère d'Alexandre. Donc certes, c'est parfois un petit peu compliqué, hein, toutes ces histoires d'union matrimoniale à la cour macédonienne et du temps des Diadoques, hein, mais enfin bon, ça fait tout l'intérêt de la période. Donc faut voir, hein, voilà, donc elle a un rôle politique assez intéressant, hein, parce que elle épouse Philippe III, donc qui est l'un des co-rois à la mort d'Alexandre avec Alexandre IV, hein, bien sûr, donc le fils posthume d'Alexandre. Et sachant que Philippe III, en fait, est réputé comme étant déficient mental, elle a un rôle politique assez intéressant et elle va tirer les ficelles durant le temps donc des guerres des Diadoques. Et donc elle prend le parti de Cassandre, hein, et bah, elle termine contrainte au suicide par Olympias en 317 avant notre ère. Donc en fait, son vrai nom au départ, c'est Adéa, hein, et donc elle est née vers 337-335, et donc elle est la fille du roi de Macédoine, donc Amytas IV, donc qui est lui-même fils du roi Perdiccas III, et de Kinané, donc qui est une fille de Philippe II. Hein, donc elle est bien une petite-fille de Philippe II. Ah, bien sûr, le père d'Alexandre. En fait, donc son père, donc Amytas IV, règne seulement 3 années, hein, avant d'être évincé par son régent et oncle, Philippe. Et d'ailleurs, Alexandre, donc, quand il accède au pouvoir en 336, à la mort de son père, eh ben, il fait immédiatement assassiner Amytas IV, hein, car il représente une menace potentielle, hein, en tant que successeur possible. Donc on n'a pas de mention, hein, d'Eurydice voilà, pendant la conquête d'Alexandre, donc elle reste à la cour de Péla, hein, elle reste en Macédoine. Mais voilà, en 322, en fait, sa mère, donc Kinané, d'origine illyrienne, hein, décide d'unir sa fille, alors âgée d'une quinzaine d'années, à son cousin, le roi Philippe III, donc qui est lui-même demi-frère d'Alexandre, donc réputé épileptique et déficient mental. Et donc Philippe III, connu au départ sous le nom d'Aridé, hein, qui avait accompagné la campagne d'Alexandre, donc sans jouer de rôle politique et militaire notable, hein, mais voilà, il avait été désigné par les accords de Babylone comme roi, hein, de Macédoine, avec Alexandre IV, donc le fils posthume d'Alexandre le Grand. Alors, ce mariage, en fait, déplaît énormément à la reine-mère Olympias, donc la mère d'Alexandre, hein, et aussi au régent Perdiccas, qui en fait prend ombrage, on va dire, de ce mariage, parce que ce serait une manière de légitimer plus encore le pouvoir de Philippe III, et surtout qu'en fait ce mariage n'avait pas été décidé par les accords de Babylone. Alors, on n'a pas forcément le détail des événements qui a décidé quoi, mais enfin en tout cas, donc Perdiccas va ordonner en fait à son frère, donc qui est un homme de confiance, un de ses généraux, on va dire, hein, donc Alcestas, d'aller intercepter Kinané et sa fille Eurydice, donc avant qu'elle n'arrive à Babylone pour épouser Philippe III, et dans le feu de l'action, en fait, Alcestas fait assassiner Kinané, donc qui est quand même une fille de Philippe II, donc c'est quand même un acte politique, on va dire, violent. Alors, on n'a pas forcément la preuve que c'est bien Perdiccas, hein, qui ait ordonné ce meurtre. Et souvent, on lui attribue, mais c'est pas si simple que ça, hein. Peut-être que Alcestas, dans le feu de l'action, enfin voilà, fait tuer Kinané, mais enfin, en tout cas, voilà, c'est un geste malheureux, hein, donc elle est assassinée en Phrygie, hein. D'ailleurs, bon, les sources antiques insistent sur le courage de Kinané qui affronte la mort sans broncher. Enfin voilà, l'armée macédonienne est scandalisée par l'assassinat quand même d'une fille de Philippe II, et elle se mutine, hein, contre Alcestas, on va dire même contre le pouvoir de Perdiccas, et elle fait quand même accepter le mariage. Et donc ça suscite, hein, on imagine bien, la réprobation d'Olympias et d'ailleurs de sa fille, aussi Cléopâtre, hein, qui était censée d'ailleurs épouser Perdiccas. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Eurydice change de nom, enfin donc Adéa, hein, voilà, change de nom et prend le nom d'Eurydice, hein. On pense que c'est une volonté de l'Assemblée macédonienne, sachant qu'Eurydice est le nom de la mère de Philippe II, hein, donc manière aussi de légitimer ce mariage.
Et d'emblée, en fait, Eurydice, elle a demandé en fait à l'Assemblée d'être considérée comme la porte-parole de son époux, jugé déficient mental, et elle veut même, voilà, figurer comme représentante du roi en lieu et place du tuteur officiel qui est à l'époque Cratère. Donc c'est intéressant parce que d'emblée, voilà, elle veut imposer son autorité, ce qui est quand même intéressant pour une femme au début de l'époque hellénistique. En tout cas, voilà, ce meurtre, même si on ne sait pas s'il est ordonné par Perdiccas, bon, voilà, en tout cas, va accélérer les événements, en suscitant la formation donc, d'une coalition contre Perdiccas, donc qui réunit bien sûr principalement Antipater, Antigone, Ptolémée. Ça, on le sait. Alors, voyons maintenant le rôle d'Eurydice pendant les guerres des Diadoques. Donc, elle est quand même relativement jeune. Elle a, voilà, à peine une vingtaine d'années. Et elle joue un rôle important donc en termes politiques. Elles sont très ambitieuses et on voit, elle veut même récupérer, on va dire, la parole royale. Et donc, durant les accords de Triparadisos, donc en Syrie, on est là en mai 321, donc des accords qui se déroulent après la défaite et la mort de Perdiccas en Égypte. Donc le régent Antipater, qui est un petit peu, on va dire, le maître du jeu, subit une mutinerie qui est fomentée par Eurydice, qui est habile et intrigante. En fait, elle va pousser l'armée macédonienne à réclamer auprès du régent, donc Antipater, les gratifications qui avaient été promises par Alexandre le Grand. Donc elle joue un petit peu la carte, on va dire, des vétérans contre Antipater. Et donc elle l'accuse en public, voilà, de ne pas respecter voilà, la parole d'Alexandre. Et voilà, les troupes, enfin, d'Antigone le Borgne finissent par intervenir et mettre fin à la mutinerie, donc ce qui permet à Antipater de reprendre le contrôle de la situation. Ce qui renforce d'ailleurs aussi, on pourrait dire, la bonne entente entre Antipater et Antigone. Donc on voit quand même elle veut peser dans le jeu politique. Et donc en 317, elle profite en fait, pardon, je reviens un petit peu en arrière parce que sinon on ne comprend pas forcément, mais voilà, en 319, Antipater meurt et donne le pouvoir à Polyperchon, donc qui est l'aîné des généraux macédoniens, et donc contre toute attente, il ne désigne pas Cassandre. Et en fait, elle va jouer justement on va dire, elle va jouer la carte de Cassandre, donc contre Polyperchon. Et donc en fait, à un moment, elle profite de l'absence de Polyperchon qui part guerroyer dans le Péloponnèse pour voilà, se rapprocher de Cassandre, qui a donc été évincé de la succession. Et donc, elle ordonne, au nom de Philippe III, à Polyperchon et à Antigone d'ailleurs, de remettre leurs armées à Cassandre. Donc voilà, elle a quand même aussi, là, on peut le dire, elle veut jouer un rôle politique important. Et au printemps 317, grâce à son action, Cassandre entre en Macédoine, et donc après avoir repoussé Polyperchon, et Eurydice, au nom de Philippe III, le fait proclamer régent de Macédoine, donc Cassandre évince Polyperchon, qui va continuer la lutte dans le Péloponnèse, avant d'ailleurs de se rallier à Cassandre, finalement. Alors là, les événements vont s'enchaîner, malencontreusement, on va dire, aux dépens de Eurydice. C'est qu'Olympias, qui n'a pas dit son dernier mot, qui est alors en Épire, avec enfin, je veux dire, la tutelle de son petit-fils Alexandre IV, elle mobilise une armée avec son frère, ses parents et Acide, qui est le père de Pyrrhus d'ailleurs, et marche sur la Macédoine. Et elle craint fortement le pouvoir d'Eurydice, qu'elle considère d'ailleurs comme un obstacle en fait à son fils pour l'accession définitive au trône, parce qu'on imagine bien que cette bi-royauté n'est pas viable. Et donc, Olympia se rencontre les forces levées par Philippe III à la frontière entre la Thessalie et la Macédoine, sauf qu'en fait le prestige de la reine-mère, le souvenir d'Alexandre, voilà, l'emporte, et les soldats de Philippe III l'abandonnent, le faisant prisonnier. Donc Eurydice est aussitôt arrêtée, alors qu'elle fuit vers Amphipolis. Et donc en septembre 317, Olympias fait mettre à mort Philippe III. Et après quelques jours de détention, elle ordonne à Eurydice de se suicider par le poison ou la pendaison. Et donc Eurydice se pend avec sa propre ceinture, sans d'ailleurs, selon Diodore, montrer une seule parole de lamentation, ce qui montre quand même tout l'aplomb de cette femme. Donc Olympia se fait d'ailleurs aussi exécuter 100 de leurs partisans, dont d'ailleurs le propre frère de Cassandre, Nicanor.
Bon, Olympias le paiera d'ailleurs de sa vie, hein, quelques années plus tard, elle sera évincée, tuée par Cassandre, et d'ailleurs lapidée par la famille des personnes qui l'avaient fait exécuter. Et donc Cassandre va assurer à Eurydice des funérailles royales, hein, dans la nécropole d'Égée, hein, donc aux côtés de son époux Philippe III et de sa mère Kinané. Et on peut quand même noter que le couple royal n'a pas eu de descendance. Mais enfin voilà, c'est à noter, c'est une grande personnalité féminine du début de la guerre des Diadoques. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.